Bonjour à tous, nous sommes lundi 26 avril. Allez, c'est parti pour une semaine de vidéos, 4 jours, 4 vidéos. Voilà, je vous affiche un petit jardin zen suite aux annonces de Jean Castex. Voilà, donc je tourne les vidéos un petit peu en avance, comme vous savez. Donc, si on fait le point, là, je vais vous présenter dans quelques secondes le programme de la semaine. On entre dans la poésie lyrique comme prévu. J'ai tourné les vidéos, j'ai tourné les vidéos en avance, donc dans certaines, je vous parle des exposés, etc. Alors, on va faire un point là maintenant là-dessus, sachant qu'évidemment, on ne sait pas du tout comment ça va se passer à partir du 3 mai, si ce n'est que vous allez être en demi-groupe. Donc, dans les options, peut-être que ce sera un jour sur deux, peut-être que ce sera une semaine sur deux. Il y a aussi des collèges qui fonctionnent en demi-journée, donc les uns le matin, les autres l'après-midi, et la semaine d'après en échange. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour nous. Bien évidemment, pour les exposés, ce qui est casse-pied, c'est que vous êtes en duo et que tous les duos ne seront pas nécessairement dans le même groupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre ligne, puisque pour l'instant, on ne sait pas qui sera là en demi-groupe. Vous vous préparez pour le 3 mai comme prévu, parce qu'il y en a qui ont commencé à travailler et ça m'embête vraiment de vous fixer une date ultérieure ou de vous dire on annule. Donc, ceux qui auront la chance d'être dans le même groupe, eh bien, on fera les exposés la semaine du 3 mai comme prévu, avec en parallèle, on continuera notre programme sur les poésies. Et puis, ceux qui seront séparés, eh bien, ma foi, on fera les exposés une fois qu'on sera réunis. J'espère que l'hybride comme ça, présence-absence 50%, ne durera que 2 semaines. Évidemment, on peut pas tellement se projeter. Donc en tout cas, je n'annule pas les exposés, même si on doit les faire en juin, on les fera en juin. Petit point sur votre année, parce que ces nouvelles sont quand même très démotivantes, non seulement pour nous, les enseignants, mais pour vous, évidemment. Pour l'instant, c'est compliqué de se projeter. Je ne sais pas. J'espère qu'on aura du nouveau matériel pour pouvoir vous mettre par exemple, en Google Meet, pendant qu'un demi-groupe sera en classe, l'autre pourrait suivre à distance via ce biais-là. On abandonne les trucs de l'ENT, on sait que ça marchera pas pour les classes virtuelles. Donc, si on arrive à faire du Google Meet en classe, du coup, ce sera pas mal, on perdra pas trop de temps. Voilà, donc ça ce serait vraiment le mieux. Donc on continuera notre séquence sur la poésie comme ça à distance. Si ça devient compliqué, j'irai repêcher mes vidéos de l'année dernière. Pour ceux qui seraient à la maison, on essaiera de bidouiller comme ça. Voilà, en tout cas, restez motivés. Sur un point sur ce que vous avez fait pendant les vacances, là, donc, comme je vous disais, je tourne la vidéo un peu en avance. On est vendredi en réalité. J'ai pas reçu énormément de travaux sur Classroom ni dans mon mail. Voilà, donc bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Je sais que souvent vous envoyez ça le week-end. Voilà, mais n'oubliez pas, ça va être peut-être quand même. Le troisième trimestre va être réduit en notes, comme vous vous en doutez. Donc on ne se démotive pas. Voilà, donc restons zen, n'est-ce pas? Et puis on attaque cette semaine. Donc je vous montre le programme et je vous explique surtout ce que c'est que la poésie lyrique dans cette vidéo qui suit. Notre thème cette année, c'est la poésie lyrique. Normalement, vous avez fait un petit peu de poésie en sixième, un peu de poésie en cinquième, donc vous avez déjà des notions, et le thème change chaque année pour qu'on ne s'ennuie pas trop. Donc la poésie lyrique, c'est ce qui tourne autour de l'amour, mais pas que, on va justement détailler tout ça aujourd'hui même. Mardi, on étudiera donc les formes de poèmes, comme vous voyez, les strophes et petit rappel sur les figures de style. Jeudi, on s'attaque au vers lui-même, comment on compte les pieds ou les syllabes d'un vers surtout, et on se rappellera un petit peu tout ce que vous savez sur les rimes. Et donc vendredi, on commence notre première étude de poèmes quand vous serez bien vieille. Pour toute cette semaine, vous avez absolument besoin d'avoir sous les yeux, et d'ailleurs il va falloir aller le chercher si vous ne l'avez pas, le livre, le recueil Dire l'amour, recueil noir, parce qu'on va feuilleter des pages ensemble, que j'ai donc prises en photo. Pour le travail à faire, donc je n'en donne pas plus cette semaine que écouter les vidéos, engranger, j'allais dire, le maximum d'informations sur la poésie. Il y a des choses que vous savez déjà. Dans ce que je vais dire que vous ne connaissez pas, l'idéal c'est de le retenir, donc peut-être revisionner une partie de vidéo, ou alors, comme je vous le suggère ici, feuilleter votre manuel aussi, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites dans votre manuel, et beaucoup de choses qui sont dites dans les pages du livre noir Dire l'amour. Donc en gros, normalement, vous avez tout, en plus du cours que je vais vous montrer.
Quoi encore? Et donc, pas d'autre travail parce que vous avez aussi votre exposé, bien sûr, à préparer pour le 3. Voilà, donc tout ceci suffit amplement. Alors, on va faire un petit tour dans le Drive pour vous montrer. Donc, j'ai fait du rangement. Donc là, quand vous cliquez sur le lien du Drive, vous arrivez ici. Je vous ai laissé les vidéos sur Victor Hugo. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les voir pendant les vacances. Et puis dans les leçons, donc, j'ai rangé tout ce qui concerne les Misérables ici. Et vous avez maintenant simplement le chapitre 1, Dire l'amour. Donc le chapitre 1, Dire l'amour, ça va être la synthèse de ce que je vais commenter avec vous maintenant à partir donc du livre Dire l'amour. Donc je vais vous laisser aller chercher vos livres et puis on va commencer tout de suite à les ouvrir. Voilà. Voilà. Retenir l'essentiel, on est page 8. Je vais essayer de le grossir un peu. Voilà. Donc, alors, j'ai éclairci les pages. Bon, c'est pas toujours extrêmement lisible, hein, je suis désolée. Donc, on va vous expliquer ce que c'est que le lyrisme, puisque la poésie lyrique, c'est ça votre programme de la classe de 4e. Donc, on vous dit déjà, alors je vais pas tout lire, hein, parce que ce serait totalement inutile. Vous avez aussi le livre, et puis vous pourrez lire ça plus tard. Donc, je vais expliquer un petit peu les points importants de ce que vous avez sous les yeux. Donc la poésie lyrique, on vous dit déjà, voyez que ça apparaît durant l'Antiquité grecque. Donc ce qu'on va voir, c'est justement que cette poésie lyrique, c'est d'où le titre du recueil de l'Antiquité à nos jours, elle se promène sur des siècles très variés, et donc elle va prendre aussi un petit peu des sens différents selon les siècles. Alors pour commencer déjà, on va vous parler d'autres poésies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que la poésie lyrique? Eh bien, il existe aussi la poésie épique pardon, dans l'Antiquité. Donc vous savez bien, ce sont les épopées, donc par exemple l'Iliade et l'Odyssée, ou l'Énéide, qui étaient écrits en vers. Il existe aussi de la poésie satirique, donc là c'est plutôt type pamphlet et autres, c'est pour se moquer des défauts de quelqu'un en critiquant. Et la poésie didactique, c'est celle qui cherche à enseigner quelque chose, donc une morale par exemple, ainsi que la poésie engagée, ça c'est peut-être un petit peu plus tard, donc pour défendre une cause. Alors, là, je vais juste vous proposer de regarder, parce que les formes, les registres, on va y revenir. Les thèmes, on va y revenir aussi, mais il faut que vous en soyez conscient pour pouvoir comprendre à peu près tout de suite ce qui se passe. Donc, l'amour, la mort, la nature, le temps qui fuit, la nostalgie, le divin, voilà. Ça, ce sont des thèmes clés qu'on va retrouver dans la poésie lyrique. Et puis pour les auteurs, donc vous avez là un petit passage par tous les siècles. Ovide, donc en plus on vous met la période à chaque fois, hein, donc c'est pourquoi ce recueil est vraiment bien fait, j'espère que vous l'avez. Donc l'Antiquité, Pétrarque hein, pour l'humanisme, donc un petit peu plus tard. Charles d'Orléans, ça c'est la fin du Moyen-Âge. Joachim du Bellay, c'est la Renaissance. Victor Hugo, le 19e siècle. Charles Baudelaire aussi. Paul Éluard, un petit peu plus tard. Vous voyez que vous avez les courants littéraires, donc romantisme, symbolisme et surréalisme pour Éluard. Je passe à la page d'après. Donc là, on est page 96. Donc la page qu'on vient de voir, elle est au tout début du recueil. Et ensuite, tout ce qui est de l'ordre de l'histoire littéraire, la littérature, etc., est à la toute fin du recueil. Donc à partir de là, on va passer sur des pages donc 96 et suivantes. Alors, un petit zoom. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc, alors il faut suivre la flèche dans ce sens-là. Alors, de l'Antiquité à nos jours. Antiquité, on a par exemple une poétesse grecque, Sappho, qu'on vous met en avant, qui est très connue. Ensuite, 15e siècle, la poésie lyrique évolue dans le contenu, dans la forme, et on a donc un prince, Charles d'Orléans, qui vraiment se dégage de tous ces poètes méconnus aujourd'hui, et qui est lui très connu, qui est resté connu. 16e siècle, à la Renaissance. Donc ce sont les poètes de la Pléiade qui forment un petit groupe auquel ils ont donné ce nom, c'est le nom d'une constellation. Et vous avez en particulier Ronsard et Du Bellay dedans que nous reverrons. Ensuite, hop, 17-18e siècle. Voilà, on vous dit que les poètes classiques du 17 et du 18e, ils n'apportent pas vraiment de grosses innovations, mais ils vont continuer ce genre qu'on connaît bien. Au 19e, alors là, on a vraiment beaucoup d'innovations. Donc le mouvement romantique se croise avec le mouvement lyrique, donc nous on étudie le lyrisme. Et alors là, ces deux mouvements vraiment rencontrent
une belle symbiose, ils s'enrichissent l'un l'autre, donc on va avoir beaucoup d'innovations. Et c'est un siècle très, très riche, c'est notre siècle de prédilection cette année, comme vous savez, et donc ça va très bien avec le lyrisme. Et enfin, au XXe siècle, le lyrisme ne s'arrête pas au XIXe, donc on continue le lyrisme, en particulier dans le mouvement surréaliste ici, qui cherche à déconstruire, on vous dit, les formes classiques traditionnelles. Voilà, alors après, nous allons aller, alors, pas à cette page, pas tout de suite. Hop, voilà. Donc à la fin du recueil, page 105 jusqu'à 108, vous avez tout ce qu'on vient de dire en beaucoup plus détaillé et en beaucoup plus précis. Parce qu'il faut quand même bien que vous compreniez ce que c'est que le lyrisme avant qu'on ne l'étudie. Donc, on a déjà ici une première page sur laquelle, je passerai volontiers, qui me paraît moins intéressante que les suivantes. Comme il y en a pas mal, je ne vais pas vous abreuver de trop de détails. On vous dit simplement, vous voyez, à retenir ici, la poésie lyrique exprime des sentiments personnels et universels à la première personne. Alors c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre dans un premier temps. On vous dit sentiments personnels et universels. Ah, en principe, c'est un peu contradictoire ces deux termes. Donc, ce sont des sentiments qu'on éprouve soi, personnels, à la première personne, ça veut dire que vous allez entendre le poète dire «je», un petit peu comme si c'était des poèmes autobiographiques, sauf que ce que le poète va mettre en avant comme sentiment personnel, eh bien, c'est des sentiments qui peuvent être éprouvés par tout le monde. Donc, c'est là la dimension universelle, c'est-à-dire que le poète s'inscrit comme un homme au milieu de tous les autres hommes et souhaite mettre par écrit ses sentiments et souhaite que le maximum d'hommes puissent se reconnaître dans ses sentiments. Donc le poète lyrique, il est vraiment généreux. Il se dit: «Ah bah tiens, ce que j'exprime moi tellement bien parce que je suis doué, je suis un poète, eh bien d'autres vont le lire et d'autres vont se dire: "Ah oui, c'est complètement ce que je ressens"». Voilà, c'est ça la grande puissance du lyrisme, c'est d'arriver à parler à tout le monde. Alors, vous avez ici, une petite parenthèse très importante sur le mythe d'Orphée. Donc, la poésie lyrique, elle puise, son origine dans l'Antiquité grecque avec lyre lyrique, la lyre d'Orphée justement. Donc vous avez ici un petit rappel, voilà, poète musicien inspiré, il obtint grâce à la beauté de son chant la permission des dieux de descendre aux enfers pour ramener dans le monde des vivants sa femme Eurydice. Donc pour ceux qui connaissent bien ce mythe grec, il est beaucoup plus long que ce que vous avez là comme encart. Sa femme, Eurydice, se fait piquer par un serpent, elle meurt juste après leurs noces, ou peu de temps après en tout cas. Et donc Eurydice descend aux enfers, il va charmer Cerbère avec sa lyre, il va charmer Perséphone et Hadès aussi avec sa lyre, qui auront pitié de lui et qui vont accepter ce qui n'a jamais été accepté avant, à savoir de rendre Eurydice, sa femme, à Orphée. Seulement Hadès et Perséphone y mettent une condition, que le poète ne se retourne pas sur sa femme tout le temps qu'Eurydice sera en train de remonter des enfers à la lumière du jour. Or, bien entendu, vous le savez, alors selon les versions, Eurydice trébuche ou Eurydice appelle Orphée, on ne sait pas très bien. En tout cas, il se retourne et il perd sa femme une deuxième fois et là définitivement. Quand il remonte à la surface de la terre, il est pris dans une espèce de fête de bacchanale extraordinaire avec donc des femmes déchaînées, qui sont aussi, qui ont bu, hein, donc c'est ça le principe des bacchanales, c'est qu'on rend, hommage au dieu Bacchus, chez les Romains, Dionysos chez les Grecs en buvant. Donc bref, comme en plus elles sont jalouses du fait que Orphée, qui est beau, qui a tous les talents, n'a Dieu que pour Eurydice et même si elle est morte. Donc du coup, ces femmes, abominables vont, lacéré, bon, il y a des versions plus ou moins abominables aussi. En tout cas, il finit par être découpé et jeté dans un fleuve et la légende dit que sa lyre continue à chanter avec la voix d'Orphée, pendant que, la lyre descend le fleuve et comme c'est le fleuve qui mène aux enfers, il va rejoindre donc, sa bien-aimée. Voilà donc pour le mythe d'Orphée qui est immensément connu et donc là, vous voyez la poésie lyrique, elle va s'inspirer, elle prend ses racines dans le mythe d'Orphée, c'est-à-dire qu'elle aura l'amour, gai, hein, du début quand il aime sa femme et que cet amour est partagé, l'amour triste quand il a perdu sa femme, la mort, le temps qui passe, la folie, voilà et donc toutes ces dimensions, donc le chant bien sûr puisque c'est quand même une lyre, un instrument de musique, voilà, toutes ces dimensions vont pouvoir se retrouver dans, la poésie lyrique. Alors ensuite, on vous dit donc
qu'est-ce qu'il y a vraiment de très important à savoir ensuite sur ce lyrisme? Donc on vous dit qu'on travaille sur les mots, qu'on veut vraiment avoir une parole musicale. Donc on va beaucoup travailler aux assonances et aux allitérations, aux sonorités en général. Donc c'est une musique, poétique ou une poésie musicale vraiment. On met l'accent beaucoup sur les images. On reverra encore ensemble des figures de style, des nouvelles et puis des que vous avez déjà vues via le cahier d'exercice. Ensuite, je vous parle pas donc, du sonnet parce qu'on aura l'occasion de le détailler plus. Il y a, de multiples, sortes de poèmes différents qui peuvent être lyriques et en particulier donc ceux qu'on appelle les sonnets. Ensuite, on vous parle de, l'origine gréco-latine des chants, ça c'est vraiment pour insister sur le rapport entre lyrisme et musique. Alors après, comme dans le schéma où on vous dit que c'est vraiment une poésie qui passe tous les siècles, voilà, ensuite on vous spécifie, pendant le Moyen Âge, hein, chanson médiévale, donc on vous dit que, les codes sont un petit peu, différents, donc là, on vous parle de musique et de danse, par exemple, et la poésie lyrique va prendre aussi la dimension d'idéal courtois, puisqu'on sait que c'est vraiment, la toile de fond du Moyen Âge, cet idéal courtois. Voilà, donc vous lirez ça si vous souhaitez. Durant la Renaissance. Alors là, comme la Renaissance, aime citer l'Antiquité, donc là c'est parfait. On va avoir des poètes comme justement je vous citais, Joachim du Bellay et Pierre de Ronsard, qui vont pouvoir, parler d'Antiquité, là vous voyez, et d'amour en même temps dans leurs poèmes. Donc là c'est parfait, c'est exactement ce qu'ils aiment. Donc ils s'inspirent, vous voyez, d'un Italien, qui s'appelle Pétrarque, hein, qui est très connu. Donc le romantisme, comme vous le savez, le romantisme, c'est toujours, envoyer casser les codes, être dans l'exagération, dans le renouveau, donc on ne fera pas, exception. Le romantisme va donc venir casser certains codes de la poésie lyrique, en particulier tous les codes de l'alexandrin, des choses vraiment très réglées, 12 pieds, pas un de plus, des rimes comme ci, comme ça et cetera. Vous voyez là, on va pouvoir se libérer un petit peu de tout ça. On fait des vers qui n'ont pas forcément 12 pieds, parfois il y en a même qui seront impairs, hein, 9 pieds, 11 pieds ou parfois des vers libres, sans aucune notion de syllabe. On mélange du genre, donc on mélange du vocabulaire, voilà, ça va venir un petit peu bousculer tout ça. Il y a même des poèmes qu'on appelle poèmes en prose, c'est-à-dire qui n'ont pas de vers et pas de strophes. On reconnaîtra que c'est de la poésie, simplement, vous allez voir au choix des mots, vraiment. Ensuite donc, au milieu du 19e, voilà, donc là on va parler exactement de ce que je disais. On met l'accent sur la beauté et sur la forme. Hop. Et on va revenir enfin, non, à l'inverse de ce que je disais, pardon, on va revenir parfois à des poèmes très codifiés. Le chef de file de cela étant Théophile Gautier, qui veut absolument donc, revenir à des règles, plus strictes sur les poèmes. Donc vous voyez une espèce de va-et-vient. Et dans le même temps, on a un Verlaine, qui lui, déteste ces formes trop qui ressemblent trop à un carcan pour lui. Et puis au XXe siècle, comme souvent, hein, c'est le monde moderne, donc une libération, du lyrisme, une libération des formes poétiques. On fait un petit peu ce qu'on veut, y compris, vous voyez, poèmes en prose ici. Baudelaire en faisait déjà au 19e, hein, y compris donc des acrostiches, donc ce sont des poèmes un peu comme des jeux fléchés, y compris des calligrammes, ça c'est inventé par, Guillaume Apollinaire. Ce sont des poèmes en forme de dessin. Voilà, et puis ici, on vous fait aussi encore un petit encart, sur, les fonctions du poète lyrique. Voilà, donc nous avons été, jusqu'au bout, de ce que je voulais vous faire lire aujourd'hui. Pour demain, hop, excusez-moi, je tâtonne avec encore un nouveau logiciel. Donc je vous demande d'apprendre un petit peu tout ce que j'ai, dit là maintenant. Donc il faut que vous sachiez définir ce que c'est que le lyrisme. Je vous rappelle que vous avez aussi, des systèmes de mots-clés, hein, dans les pages que nous avons vues. Je vais vous mettre, voilà, par exemple ici, je vais vous mettre en bas de la vidéo les pages de votre manuel parce qu'il est vraiment très joliment illustré. On vous reparle du mythe d'Orphée. Vous avez de très jolies mosaïques, voilà, donc je vais vous mettre les pages à feuilleter. Si vous préférez apprendre dans votre manuel, vous allez trouver aussi des choses similaires à celles que nous avons dites. Donc voilà, ça vous fera un petit complément. Et voilà, donc bonne journée et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dès demain.